Nos travaux donc sur la vulnérabilité et en particulier donc sur le polyhandicap que l'on peut situer, ce sont des personnes que l'on peut situer à l'extrême pôle de la dépendance, comme on peut le voir. Alors avec Frédéric Blondel, on a fait une recherche entre 2012 et 2015 pour le recueil de données, qui est une recherche qui a été commanditée par le Centre de ressources multi-handicap à Paris, par deux associations, hein, les Amis de Carène et Notre-Dame de Joie, et qui a été réalisée en partenariat avec la PHP et la Fédération multi- et polyhandicap, qui est coordonnée par Thierry Biette de Villemeur, qui est un médecin neuropédiatre et chef de service donc à Armand Trousseau. Alors, c'est une fédération qui a joué un rôle important, hein, parce que d'abord, elle nous a permis de réaliser des entretiens approfondis dans 3 hôpitaux dédiés au polyhandicap, qui sont l'hôpital Marin d'Andaille, l'hôpital de Saint-Salvador et l'hôpital de La Roche-Guyon, qui est un hôpital pédiatrique. Hein, donc qui accueille des personnes polyhandicapées, étant entendu que le secteur médico-social rentrait aussi dans le cadre de cette recherche. Alors, je vais dire quelques mots de l'architecture méthodologique de la recherche. Non pas pour entrer dans le détail technique, hein, je dirais, des recueils de données, mais plutôt pour donner à voir, hein, la dimension collective et partenariale de notre métier de chercheur, et je crois que c'est très important. Alors nous avons travaillé avec un comité de pilotage, hein, qui était composé d'une quinzaine de personnes qui s'inscrivaient dans le champ de la grande dépendance, soit à titre personnel, soit à titre professionnel. Et les fonctions remplies par ce comité de pilotage ont été extrêmement importantes parce qu'il a d'abord été garant des objectifs de la recherche et de ses orientations. Il a rempli également des fonctions réflexives et critiques vis-à-vis des hypothèses de recherche formulées. Il a été aussi mobilisé pour valider toutes les phases d'avancement des travaux et des rapports intermédiaires et finaux que nous avons remis. Et enfin, il a eu aussi pour mission de faciliter l'accès au terrain, ce qui ne va jamais de soi quand c'est l'hôpital. Outre ce comité de pilotage, hein, on a travaillé aussi avec un comité scientifique, davantage là centré sur les hypothèses de recherche et sur les théorisations. On a travaillé avec des groupes de travail qui ont été constitués sur site avec des professionnels et des aidants familiaux, et nous avons procédé à tout un ensemble d'entretiens de recherche et des observations qu'on a également menées sur site dans les hôpitaux dédiés, mais aussi dans un hôpital général et dans le secteur médico-social. Voilà. Hein, pour la dimension méthodologique. Alors, venons-en maintenant à la question du polyhandicap et aux réalités concrètes. Hein, donc ça, c'était les personnes, hein, bon, présentes et aux réalités donc concrètes auxquelles renvoie donc cette question. Alors d'abord, il faut rappeler qu'en France, hein, il existe des établissements médico-sociaux et des hôpitaux qui accueillent spécifiquement des personnes dites polyhandicapées, qui sont des personnes, je le rappelle, dont le QI est inférieur à 50, qui combinent des déficiences, excusez-moi, qui sont à la fois motrices, sensorielles et cérébrales. Alors, je vais vous montrer quelques photos qui ont été prises par une photographe, hein, qui s'appelle Caroline Lemoine et qui a pris ces photos à l'hôpital de La Roche-Guyon, voilà, qui est un hôpital pédiatrique. Hein, donc là, c'est les moments de journée. Donc on voit les appareillages.
Et donc là, c'est une visite médicale, un médecin, hein, ils ont des coussins pour les contenir et pour éviter les escarres et tout ça. Donc concrètement, les personnes polyhandicapées, ce sont des personnes qui ont besoin d'aide dans tous les actes de la vie quotidienne, qui donc sont à l'extrême pôle, je l'ai dit, de la dépendance. Et ce qui les caractérise fondamentalement, c'est le fait qu'elles ne sont pas capables de parler en leur nom. Et ça, c'est tout à fait important, puisqu'elles sont dans l'impossibilité de communiquer verbalement et du fait de leur atteinte cognitive majeure. Alors, c'est un point très important, parce qu'il existe en fait une véritable ligne de partage entre les personnes qui peuvent parler en leur nom et celles qui ne le peuvent pas ou qui ne le peuvent plus. Et donc, on peut faire rentrer dans cette catégorie les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au dernier stade, mais aussi les personnes atteintes de maladies neurodégénératives ou encore les personnes cérébrolésées. Alors, qui dit dépendance dit asymétrie de la relation, une asymétrie plus ou moins forte, et évidemment, c'est une situation à prendre en compte parce que lorsqu'on a affaire à des personnes qui ne sont plus capables de parler en leur nom, comme c'est le cas des personnes polyhandicapées, ce qu'on observe, c'est que cette asymétrie de la relation ouvre potentiellement la voie à l'instauration de rapports de sujétion, on pourrait dire aussi des rapports d'assujettissement, vis-à-vis desquels la personne dépendante reste très démunie. Alors pourquoi ? Parce qu'elle est dans une situation de désaide absolue, je vais y revenir, qui propulse l'aidant dans une position d'omnipotence, qui est une position de tout pouvoir, et cette configuration de relation, c'est l'hypothèse qu'on défend avec Frédéric Blondel dans l'ouvrage, soumet les aidants à une épreuve qui est celle de la tentation souveraine, on l'a appelée comme ça, et qui est une épreuve à laquelle les aidants professionnels, mais je crois que c'est vrai aussi pour les aidants familiaux, ne peuvent en aucun cas se soustraire, sauf à se dégager de la relation, ou encore à renoncer à leur travail lorsqu'il s'agit des aidants professionnels. Alors, pour comprendre de quoi est faite cette épreuve et finalement le défi qu'elle représente pour les aidants, il est d'abord nécessaire de cerner au plus près ce qui caractérise cette configuration de relation dans laquelle les personnes dites valides et les personnes polyhandicapées s'inscrivent. Alors, 3 points sont importants. Premièrement, la nature radicalement asymétrique de la relation. Il faut partir absolument de ce point-là. Deuxièmement, le désaide absolu dans lequel se trouve la personne polyhandicapée, qui est donc impuissante à s'aider elle-même. Du coup, c'est une situation qui peut se solder par la mort si personne n'intervient auprès d'elle. Et puis, 3e point, c'est l'omnipotence instantanée des aidants, quel qu'il soit. Et cette omnipotence, il faut s'arrêter dessus. Pourquoi ? Parce qu'elle a des implications majeures sur les parcours de santé, mais aussi sur l'activité d'accompagnement de ces personnes. Alors, en réalité, on a affaire à une configuration de relation, c'est-à-dire une dynamique relationnelle qui est singulière. Et ce qui la singularise, c'est d'un côté la nature potentiellement discrétionnaire, c'est-à-dire arbitraire et sans limite du pouvoir dont disposent les aidants et les personnes dites valides, et de l'autre côté la vulnérabilité extrême de la vie des personnes polyhandicapées, qui est une vie dont il apparaît qu'elle peut être transformée en vie nue. C'est ce que la recherche a montré. Elle peut être transformée en vie nue. Qu'est-ce que c'est qu'une vie dite nue ? C'est une vie dont le philosophe Giorgio Agamben nous dit que, et de façon tout à fait énigmatique, qu'on peut la tuer sans encourir de sanctions. Alors ça veut dire quoi ? Et quelles sont les raisons de cette impunité, puisqu'on peut la tuer sans encourir de sanctions. Ce que dit Agamben, c'est que c'est une vie qui peut être placée dans un état qualifié d'exception, qui est décrété par un pouvoir que lui-même qualifie de souverain.
Et le fait d'être placé dans un état d'exception, hein, cela autorise à une suspension du droit tel qu'il s'applique communément. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que finalement, ce qui constitue le souverain comme tel, c'est sa toute-puissance, et c'est le fait qu'il est celui qui peut s'abstraire des règles du droit pour décréter donc cet état d'exception dans lequel il peut faire en sorte que le droit en vigueur ne s'applique pas. Et dès lors qu'un état d'exception est prononcé, hein, celui qui occupe la position de souveraineté peut exercer sur la vie d'autrui une emprise qui peut être totale, et c'est donc cette configuration de relation à cette configuration de relation que réfère le concept de vie nue, qu'en réalité Agamben utilise pour penser l'espace du camp, et notamment du camp de concentration. Hein, il a écrit un très beau livre sur cette question-là. Alors, pourquoi importer cette conceptualisation dans le champ sanitaire et médico-social, hein, c'est parce qu'elle renvoie à une dynamique relationnelle spécifique dont la structure finalement éclaire à la fois la complexité et les ambiguïtés de la relation d'aide dans le champ de la grande dépendance. Hein. Dire que les personnes polyhandicapées ont une vie qui est potentiellement une vie nue, c'est pas seulement mettre l'accent finalement sur la vulnérabilité extrême de cette vie, hein, qui pourrait devenir une vie sans valeur, mais c'est aussi mettre en relief la possible toute-puissance de celui qui occupe structurellement, hein, une position de surplomb vis-à-vis d'elle. Et c'est finalement la combinaison, hein, entre le DZ de la personne polyhandicapée et la position corrélative de surplomb des personnes dites valides qui expose, hein, la vie des premières, hein, à la tentation souveraine des secondes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par tentation souveraine, hein, dans le contexte de la grande dépendance? C'est une expression qui en fait renvoie à la tentation des institutions, mais aussi des personnes, hein, qu'elles soient en situation ou non d'aidant, de ne s'autoriser que d'elles-mêmes pour suspendre la norme en vigueur et créer, pour ainsi dire, donc, un état d'exception dans lequel va s'affirmer l'arbitraire de leur puissance, qui peut être, hein, dans certains cas, une puissance de mort. Alors, si je prends l'exemple des professionnels, hein, cela signifie en fait concrètement qu'ils peuvent être tentés de ne référer leur accompagnement ou le non-accompagnement ou un refus d'accompagnement ou encore un arrêt, hein, d'accompagnement, il faut penser par exemple à la réanimation, qu'à leur propre système normatif, hein, qui va servir de norme étalon pour décider des orientations de la prise en charge, orientations, hein, qui ne feront donc l'objet d'aucune discussion ni d'aucune mise en question. Alors, je pourrais prendre comme exemple l'exemple d'un chirurgien dentaire, hein, à qui on avait adressé un adolescent pour des problèmes de carie et qui a arraché 13 dents à l'adolescent au motif qu'il mangeait mixé et que donc il n'avait pas besoin de ses dents pour manger mixé, et au motif que le soin des dents, les soins dentaires sont très compliqués à faire pour les personnes polyhandicapées, il faut les endormir. Et donc, en toute bonne foi, hein, je dirais, il avait pensé que ça solutionnerait le problème. Alors, évidemment, qu'est-ce qu'on peut souligner, hein, par rapport à ça? C'est que quand même les difficultés de prise en charge des soins dentaires dans le polyhandicap ne suffisent pas à légitimer, hein, la décision unilatérale de ce chirurgien. Et on peut dire, hein, qu'il a adopté ce que l'on appelle donc une posture souveraine, hein, c'est-à-dire qu'il a décidé ce que devait être la norme et comment elle devait s'appliquer. Alors, on prendra d'autres exemples, hein, mais ce que je voudrais souligner ici, hein, c'est le fait quand même que globalement, la dimension souveraine n'est jamais perçue comme telle par les aidants professionnels ou familiaux. Si omnipotence il y a, hein, ce qu'il faut retenir, c'est le fait qu'elle s'exerce fréquemment à l'insu des acteurs, voire même à leur corps défendant, et
évidemment, c'est assez fréquent qu'elle s'exerce sans que les gens s'en rendent compte. Alors évidemment, toute position de surplomb ne signifie pas que la personne exerce sa toute-puissance et son omnipotence. Et là, le terme de tentation souveraine a bien pour vocation de montrer que, d'abord, qu'il y a une intrication centrale entre la position d'omnipotence que, de fait, occupent les personnes valides et ce désir, je mets des guillemets, qu'elles pourraient avoir d'exercer leur puissance, que leur confère donc cette asymétrie de la relation. Mais en réalité, il se peut qu'elles n'usent pas de cette puissance, mais dans tous les cas, ce qu'il faut noter, c'est que la configuration de relation, structurellement, leur en donne la possibilité. Et on retrouve ça aussi dans le champ du vieillissement, dans les unités Alzheimer, etc. Alors, venons-en maintenant à ce qu'on peut qualifier de la tentation d'épreuve, de la tentation souveraine. Ce terme d'épreuve est important, lui aussi, parce que la recherche sur les parcours de santé qu'on a réalisée a mis en relief le fait que la confrontation avec une altérité aussi radicale que l'est celle de la personne polyhandicapée, produit toujours en première instance de la sidération, de la stupeur, voire même de la répulsion. Et c'est là aussi un élément décisif. Il y a un être là corporel et psychique des personnes polyhandicapées qui produit de la sidération, parce qu'il peut avoir l'apparence de l'inertie, parce qu'il présente des déformations orthopédiques et des dysmorphies qui peuvent être importantes. Et également, se rajoute à cela le fait que c'est des publics qui obligent à la confrontation, puisqu'il faut véritablement s'occuper d'eux, sinon ils meurent. Donc il y a comme un effet, je dirais, de violence qui se produit dans l'institution de la relation, et cet effet peut être décuplé par la méconnaissance du polyhandicap et la difficulté finalement à accepter une altérité dont on peut avoir l'impression qu'elle ne renvoie rien d'autre que son désaide, voire sa souffrance. Or, évidemment, on pourrait dire que ce désaide, c'est ce qui la caractérise, mais ça ne la résume pas. Alors, s'il faut porter attention à ces sentiments de stupeur et d'angoisse, voire même de sidération que peuvent provoquer la rencontre avec les personnes polyhandicapées, c'est précisément parce qu'ils constituent un terreau fertile, je dirais, pour la tentation souveraine. Nombreux sont les professionnels que nous avons interviewés et qui attirent l'attention sur le fait qu'on se demande toujours si c'est des personnes dont la vie vaut d'être vécue. Et évidemment, c'est une interrogation qui est souvent contenue dans le registre de l'informel et de l'implicite, parce que finalement, quand on est un professionnel du soin, on doit pouvoir être capable de s'autocontrôler et donc de maîtriser ses affects les plus politiquement incorrects, et c'est établi, on pourrait dire, comme une norme éthique de professionnalisme, mais évidemment, ce n'est pas toujours le cas, et c'est aussi une interrogation que les aidants évoquent de manière récurrente et qui les place dans une position ambiguë. Et on pourrait dire que finalement, cette configuration de relations les laisse bien souvent seuls avec eux-mêmes, c'est-à-dire avec l'arbitraire de leur éthique individuelle. Donc la personne polyhandicapée, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne peut pas plaider sa cause et qu'en l'absence d'intercesseur, il appartient aux aidants, dans le cadre, on pourrait dire, d'une interlocution interne, d'un dialogue intérieur, de faire taire ou non les voix qui leur disent que finalement cet être-là n'est peut-être pas tout à fait conforme, ni peut-être même tout à fait humain. Alors, les postures souveraines, on le voit, elles restent souvent dans le registre de l'impensé, précisément parce qu'elles s'inscrivent dans l'informel et l'invisible, et du coup sont très difficiles à appréhender. Et donc, je vais passer la parole à Frédéric, qui va essayer de compléter mon propos en lui venant sur les modalités de dépassement de la tentation souveraine via la socialisation au polyhandicap. Merci. Merci.
On peut tout de suite entrer là dans le vif du sujet sur la socialisation. Donc la socialisation, en règle générale, elle dépend de la relation que les individus instaurent entre eux. Donc la socialisation, elle est dans l'interaction, sauf qu'avec la personne polyhandicapée, l'interaction est assez compliquée. Et en règle générale, c'est les valides qui attribuent une identité à la personne polyhandicapée, et ce qui nous amène à avoir une responsabilité très importante de notre relation avec la personne polyhandicapée. Autant on peut, dans une dispute entre personnes valides, on peut dire que c'est à tort partagé. C'est-à-dire que s'il y a un conflit, un dysfonctionnement, on peut dire qu'il y en a un qui participe à ce dysfonctionnement, etc. Avec la personne polyhandicapée, la question de la socialisation est très importante, puisqu'elle repose quand même énormément sur la posture de l'aidant à l'égard de la personne polyhandicapée. Donc c'est pour ça que on parle d'identité attribuée, et c'est donc l'identité que les valides attribuent à la personne polyhandicapée qui va donner cette idée qu'elle appartient à l'humanité ou pas. Il suffit qu'on ait le sentiment d'avoir affaire à un animal, ou on ait le sentiment d'avoir affaire à du non-humain, eh bien on va avoir un type de position à l'égard de la personne qui va être spécifique. Et c'est ce dont je vais parler un petit peu, en montrant que dans la recherche, on a identifié 3 types de socialisation. Un premier type de socialisation qui est plutôt négatif. Je vais les présenter les 3, puis après je les développerai un petit peu. Négatif, donc on a parlé d'une approche normative exclusive. Donc exclusive, ici, on peut entendre excluant. Dans le deuxième que l'on verra après aussi, on a l'approche qui est dominante encore aujourd'hui, qu'on appelle justement une logique un peu normative et intégrative, c'est-à-dire que les personnes polyhandicapées sont considérées comme des personnes humaines qu'il faut aider à venir à accéder à la norme. Et puis enfin, le troisième, qui est une logique qui est assez récente, on peut penser qu'elle émerge depuis les années 90, qui est une socialisation non normative. C'est l'idée que il n'y a pas à chercher à réparer la personne polyhandicapée, mais plutôt de se socialiser à sa forme de vie. C'est de ce dont je vais parler. Alors évidemment, ces 3 types de socialisation sont des modèles, et donc ils ont un côté très théorique, et la réalité n'est jamais comme ça. C'est pour ça que là j'attire votre attention sur les propos que je vais tenir. Ce sont des propos qui radicalisent ces modèles, mais dans la réalité on les retrouve de manière combinée, et sans doute que le meilleur exemple est celui que je vais citer, qui a été repris dans notre travail, qui est d'un interview avec un aumônier. Cet aumônier-là agit dans un des hôpitaux dont a parlé Sabine, et il fait de la présence auprès de la personne polyhandicapée. Il fait aussi de la simulation passive, c'est-à-dire on fait du massage pour dynamiser les tissus, des caresses, etc. Et c'est un aumônier qui donc est très disponible, etc. Et au cours de l'entretien, il dit lui-même qu'à des moments donnés, il a des rejets. C'est-à-dire qu'à des moments donnés, il ne supporte pas quand la personne polyhandicapée bave sur sa soutane, ou lorsqu'il n'est plus narcissisé, c'est-à-dire que lorsqu'il n'arrive plus à être disponible, à être dans une relation avec une altérité radicale dont il n'aurait rien à attendre. Et donc, c'est pour montrer que des personnes qui peuvent être bienveillantes peuvent être débordées à des moments donnés et sont rattrapées par la malveillance, sont rattrapées par du rejet qu'il faut contrôler. C'est pour ça que Sabine évoque à juste titre que s'occuper de personnes polyhandicapées, c'est un travail permanent contre soi-même, c'est-à-dire de lutter contre ses propres pulsions qui sont des fois présentes lorsqu'il y a un absentéisme important dans l'entreprise. Alors là, je parle surtout des aidants professionnels, lorsque les tâches sont assez répétitives, lorsque, etc., etc., etc. C'est ça qu'on appelle d'être débordé. Autre caractéristique,
je vais, moi, évoquer la socialisation qui est plutôt une socialisation de corporation professionnelle, puisque c'est plus la socialisation, là, dans l'exposé, des aidants professionnels à l'égard de la personne polyhandicapée. Mais il faudrait qu'on soit subtil. En réalité, il faudrait s'intéresser aussi, non pas aux effets du groupe dans le cadre de la socialisation professionnelle, mais bien sûr des positions individuelles. Sinon, on ne pourrait pas expliquer l'éthique individuelle des individus. Et donc, il y a une étude à faire sur les trajectoires individuelles, les trajectoires personnelles de chaque aidant pour essayer de comprendre la propension qu'il a à être plutôt dans une logique exclusive de rejet ou dans une logique plutôt intégrative ou encore dans une logique plutôt non normative. Donc, c'est pour vous dire à quel point le modèle radicalise des positions qui, en réalité, doivent être recombinées avec des variables qui sont peut-être plus individuelles et qui sont liées à des contextes qui ne sont pas les contextes de l'entreprise. Cependant, je me permets quand même de faire la discussion sur ces trois variables dominantes, donc de l'approche de la personne polyhandicapée, exclusive au sens excluant, intégrative au sens, là, des logiques d'intégration dans les sociétés, et puis cette troisième logique d'une logique non normative. Parce qu'elle peut être assez dominante et dans les organisations, on les retrouve assez aisément. Donc la première donc, est la logique exclusive, donc une logique d'exclusion. Elle est fondée en règle générale sur deux critères. Le premier critère qui est celui de la dépendance. Alors ici, c'est un critère que l'on connaît maintenant de plus en plus aisément. Le critère de dépendance s'oppose à la logique de performance. On est dans des sociétés où il faut être responsable, il faut être autonome, il faut être, etc. Et c'est difficile d'admettre de la dépendance. On a beaucoup de mal à être dans l'acceptation de la dépendance, notamment lorsque cette dépendance est sans contrepartie. C'est-à-dire que si vous avez affaire à des personnes âgées qui sont dépendantes, mais qui vous disent merci quand vous les aidez, qui vous disent « Ah, si tu n'étais pas là, je ne serais pas capable de m'en sortir ». Lorsque vous aidez des gens dont il n'y a pas de retour, alors le rejet peut se fonder. Donc le critère de dépendance. Deuxième critère extrêmement important, celui de l'absence de maîtrise du code de communication verbale. Et surtout l'absence donc de sociabilité de la personne. C'est cette idée d'avoir affaire à un individu à l'altérité radicale avec lequel on a le sentiment de ne pas pouvoir rentrer en communication, et c'est-à-dire avec quelqu'un dont on pense qu'il n'a pas le niveau de participation sociale possible pour faire partie de la société. Donc ça, c'est un rejet. C'est-à-dire, pourquoi ? Parce que derrière, on a affaire à des individus qui pensent que d'autres ne sont pas éducables, qui pensent que d'autres sont trop loin de la société pour pouvoir les ramener. Et à partir de là, il y a cette fameuse question qu'évoquait Sabine tout à l'heure, la question d'évaluation en humanitude de la personne. Si elle est si loin de moi, est-ce que c'est un humain ? Donc cette question-là se pose et se vérifie sur cette idée de participation sociale, avec donc des logiques historiques qui ont d'ailleurs été de constituer des institutions qui accueillaient les personnes polyhandicapées, mais loin des villes. Vous voyez, toutes ces stratégies de placement de personnes à l'extérieur des villes, de telle sorte qu'on les invisibilise. Là, on a affaire quand même à, on peut dire, des stratégies quand même d'exclusion, même si elles ont certainement été marquées par un discours d'intégration. Alors on évoque exclusion, là dans la mesure où, à la différence avec la deuxième stratégie, on parle d'exclusion dans des structures dans lesquelles les individus sont laissés à eux-mêmes. On parlait tout à l'heure de la vie nue, cela veut dire qu'on parlait de défectologie à l'époque, jusqu'aux années 60-70, ou de mouroir, quand on veut parler vraiment durement. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne les tue pas.
mais on les laisse à eux-mêmes, sans un niveau de soins sanitaires très important, sans aucune animation, sans un rapport éducatif, etc. Donc, ce que l'on retrouve encore dans certains pays dont je tairai le nom aujourd'hui, mais on sait très bien qu'il y a des pays qui ont une difficulté à rentrer dans cette vision de la constitution humaine de la personne polyhandicapée. Deuxième type de socialisation, c'est l'approche normative intégrative. Alors ici, on est sur une autre posture qui va se développer en France, en tout cas à partir des années 60, et encore une fois, qui peut se combiner avec la précédente. Les logiques intégratives, elles ne sont pas acquises une fois pour toutes. Elles peuvent être remises en question. Et ceux qui se sont un peu intéressés à l'histoire, on se rend bien compte qu'il suffit qu'à certaines périodes, on estime que certains profils de population sont anormaux et on peut rapidement basculer dans un tri de population, etc. Donc là, c'est l'approche dominante actuelle et qui s'étaye donc sur une conception plutôt humaniste. Et donc, dans énormément de travaux théoriques, les gens vont citer Ricoeur, vont citer Lévinas, en appeler sur cette relation bienveillante, quasiment aussi avec une éthique judéo-chrétienne dans les rapports sociaux. Et ici, on est dans une perspective intégrative, qui consiste à penser que les personnes en situation de polyhandicap peuvent être aidées à accéder à une norme de vie qui nous est commune aux valides. Et ce sera aujourd'hui surtout toute la théorie sur la société inclusive, mais historiquement, on est quand même sur une société dite intégrative. Donc, quelles sont les caractéristiques de cette logique-là ? Là, on a la reconnaissance comme un semblable, c'est-à-dire un équivalent de soi-même, avec une identité sociale positive. Donc là, les individus sont perçus dans une relation possible et comme une relation quasiment d'équivalence en humanité. Deuxième caractéristique, il y a un projet politique et de santé et d'éducation sur la personne polyhandicapée. Et ici, les lois de 70 vont se développer avec aussi les lois de 75 jusqu'aux lois de 2005 qui vont développer cette idée de l'équivalence et de l'égalité des chances entre les personnes en situation de handicap et puis le monde des valides. C'est cette idée donc de tout un développement des métiers d'éducation, d'assistance aux personnes handicapées, aux personnes lourdement handicapées, mais aussi aux personnes polyhandicapées qui seront, pour cette question-là, assez perçues comme un ensemble assez cohérent. Et on le dira aussi pour la grande dépendance, donc des gens qui sont très dépendants, mais qui par contre n'ont pas de pathologie spécifique. Donc cette inscription dans un projet politique et d'éducation, et là on peut souligner que le projet d'éducation, on l'a vu tout à l'heure avec Sabine, dans les diapositives qui ont été données sur les enfants, est très important en France sur tout ce qui va concerner l'enfance. C'est-à-dire que vous allez avoir un ratio d'éducateurs, d'animateurs dans les institutions de prise en charge des enfants qui est extrêmement important. Par contre, il va chuter dès qu'on va entrer dans le monde adulte. Et là, à l'époque, on n'y avait pas pensé quand on a fait le livre, mais notre travail, je dirais, a le défaut de ne pas avoir de photos d'adultes, parce que là, on verrait que la prise en charge, elle est complètement différente. Et donc, ça donnerait un contraste. C'est pour ça que la question de l'intégration, des fois, on se demande jusqu'où la politique d'intégration peut aller, notamment lorsqu'on s'intéresse au monde des adultes. Donc un recentrage sur l'accompagnement sur les soins qui peut être vécu par un déclassement de leur activité. Alors ici, on va s'approcher petit à petit des logiques qui vont amener soit du côté de l'exclusion, soit du côté de l'approche non normative. Pourquoi ? Parce que les soins de nursing, en règle générale, les professionnels y trouvent une gratification lorsque l'on a affaire à des enfants, parce que souvent, il y a toujours un projet pédagogique sur les enfants qui est extrêmement puissant. Il sera grand, il va devenir autonome, on arrive à lui faire faire certains types d'apprentissage, sauf quand on est en situation possible. Ah mais c'est parce que tu as sauté une... Non, qu'est-ce qui s'est passé ?
voilà, excusez-moi, mais ça a sauté tout seul peut-être, mais c'est moi qui... c'est toi donc là alors je voulais quand même donc la valorisation sur la stimulation et donc la dimension éducative, c'est très important, et donc je voulais l'évoquer notamment sur les enfants, et les choses vont changer. C'est pour ça que ça va amener la photographie suivante. Ça va changer un petit peu sur les adultes, mais cette logique là donc est extrêmement importante, et c'est pour ça qu'on dit qu'on a affaire à un traitement normatif, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de lois qui vont être des lois soit de discrimination positive, c'est-à-dire d'essayer de faire en sorte que les personnes en situation de polyhandicap soient privilégiées pour qu'on puisse les ramener à un traitement normal, ou soit avoir des lois d'égalité de traitement, et donc qui vont faire en sorte que les personnes polyhandicapées ont le droit d'être traitées de la même manière que vous et moi. Le talon d'Achille de cette approche-là, merci. Donc, sur l'approche intégrative, le problème, c'est évidemment le risque du traitement indifférencié. Puisqu'on est à égalité, vous faites la queue comme tout le monde. C'est-à-dire le problème de l'égalité de traitement risque de mettre la personne en situation de polyhandicap dans une situation de non-urgence, et donc une personne qui est à traiter comme une autre. Et là, évidemment, vraisemblablement, qu'on aurait une rechute de la prise en charge de manière extrêmement importante. Autre caractéristique donc, qui font le talon d'Achille de l'approche intégrative, et à mon avis son essoufflement aujourd'hui, c'est évidemment les politiques de stimulation, donc, qui ont été des politiques d'animation et des politiques éducatives qui marchent de moins en moins bien lorsque l'on a affaire au monde des adultes. Les adultes polyhandicapés sont perçus comme étant sur le monde du déclin, et donc sont de moins en moins valorisants pour ceux qui les prennent en charge. Et c'est là que ce travail de prise en charge renvoie à une image dévalorisée de son propre métier. Donc tant qu'on est sur l'enfance, les tâches de nursing, d'animation, de stimulation sont toujours assez valorisantes pour les corporations professionnelles, et elles deviennent un peu sur le déclin à partir du moment où on atteint l'âge adulte. L'âge adulte, on le fixera entre nous sur 21 ans, puisque dans les institutions, c'est à l'âge de 21 ans que l'enfant est obligé de changer d'institution et de passer dans le monde adulte. Mais cette notion d'adulte, elle peut être discutée, elle peut être relative. Donc on est toujours dans une approche par le statut. Précarisation de la valeur sociale de la personne polyhandicapée, eh bien oui, au nom de ce que je viens de dire, c'est que quand la personne commence à vieillir et qu'elle commence à être sur le déclin, elle ne renvoie pas d'image positive, et on se repose à nouveau la question de savoir quelle est la valeur sociale de sa vie. Et peut-être que la tentation souveraine peut revenir plus facilement dans le monde adulte que dans le monde des enfants. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que la tentation souveraine se repère par un exercice complètement routinisé de la prise en charge. Et plus on est routinisé dans une prise en charge, et bien moins on voit la personne dont on s'occupe. Et évidemment, on peut oublier de s'en occuper, on peut oublier de faire certains gestes au nom de la routine. Et c'est là qu'apparaît la tentation souveraine. D'où le renforcement des positions de rejet et d'exclusion. Et c'est la raison pour laquelle, dans les organisations, l'idée d'un travail entre des pairs va être extraordinairement important pour justement éviter qu'une partie du personnel bascule dans le rejet, bascule dans une image négative durable. Troisième et dernier modèle, qui est l'approche non normative. Et donc là, l'idée, c'est de non plus rentrer dans une approche donc intégrative qui consiste à vouloir éduquer la personne pour la ramener sur des normes de vie moyennes, celles de la personne valide, mais c'est d'accepter la singularité de sa forme de vie. Alors là aussi, forme de vie, on a repris ce concept-là à Grand-Ben, mais dans un autre travail de sa part, qui était sur la très haute pauvreté. Et c'est cette idée que la personne polyhandicapée a une vie autonome. La personne polyhandicapée, donc il y a soit la naissance polyhandicapée, ou soit il y a le polyhandicap acquis. Mais ce polyhandicap acquis peut être très tôt,
à 2 ans, 3 ans, il peut être un accident de noyade, il peut être à 20 ans accident de moto, accident de Vespa, etc. Donc ici, on a affaire à des catégories de polyhandicap qui sont un peu différentes, mais si on prend l'exemple de la personne polyhandicapée qui est née dans la situation de polyhandicap, eh bien, c'est sa vie. Donc il y a une autonomie de sa vie, il y a une configuration de sa vie, et qui est une vie propre. Mais la caractéristique, c'est que cette vie-là ne peut pas être vécue sans l'aide permanente des autres. Là où on a toujours des projets pour nos enfants, tu deviendras grand, tu seras autonome, et donc j'accepte de me plier momentanément à la demande d'aide de l'enfant, pour le DZ, à l'opposé du DZ, la demande d'aide de l'enfant, cette nécessité de l'aider, mais avec ce rêve qu'il sera un jour autonome, et peut-être, si on était maussien, qu'il y aura le contre-don un jour et qu'il m'aidera lorsque je serai vieillard, etc. Mais si on reste là sur cette première idée du rêve de l'autonomie, cette autonomie n'aura jamais lieu. Et donc il faut que l'aidant prenne bonne note qu'il va rester dépendant de la personne dépendante, justement. C'est ça le renversement de la socialisation, c'est que c'est à la personne valide de se socialiser à cette forme de vie spécifique qu'est le polyhandicap. Si on est d'accord pour accepter cette forme de vie, alors on est en général, on accepte de la suspension de schèmes normatifs, c'est-à-dire on est capable d'être changé par la personne polyhandicapée. Quand on a un enfant, souvent on le socialise et on essaye de faire qu'il ressemble un peu à son père, à sa mère, c'est-à-dire qu'on a un projet sur lui qui devienne aussi bien que nous, peut-être mieux, etc. Et là, c'est l'inverse. Il faut vraiment lâcher sur ce schème normatif, ce schème intégratif, pour rentrer complètement dans la forme de vie d'autrui. Accepter aussi qu'on a affaire à une forme de vie autonome, mais aussi totalement dépendante. C'est-à-dire que c'est une vie autonome, mais une condition de vie très dépendante de celle d'autrui, et donc là qui est dépendante de l'éthique d'autrui. C'est là que c'est très très important la notion d'éthique, c'est que il suffit que, comme le dit Sabine avec la tentation souveraine, il suffit que je n'ai pas la conscience d'une obligation à l'égard de ce corps-là et je peux le laisser mourir. On a, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai un peu de temps. D'un exemple, je voudrais juste, parce que j'avais fait un article que j'ai trouvé très bon, mais sur le film de Parle avec elle. Vous avez cet infirmier Benigno qui tombe amoureux d'une danseuse et celle-ci a un accident et donc elle tombe dans le coma. Et donc Benigno, cet infirmier, se débrouille pour se faire embaucher dans l'hôpital où elle est maintenue en vie, et il arrive à se faire affecter au service de cette jeune fille-là. Et là, Benigno, comme c'est un infirmier extrêmement intègre, etc., eh bien, finalement, il n'est pas très surveillé par la hiérarchie, tout le monde lui fait confiance, etc. Et donc, Benigno s'occupe d'ailleurs très bien de cette jeune fille, je ne me souviens plus du nom de la personne, et pour ceux qui ont vu le film, 9 mois plus tard, elle accouche d'un enfant. C'est ça la tentation souveraine. C'est que dans la chambre, Benigno est soustrait au droit, il est soustrait au regard de régulation de l'institution, etc. Il a un pouvoir arbitraire, il est omnipotent, comme l'a dit Sabine, pour le meilleur et pour le pire. Et pour le meilleur, Benigno, quand on lui explique qu'il a violé cette jeune femme-là, elle dit « Non, je lui ai fait l'amour. Je sentais qu'elle était d'accord avec moi. » Vous voyez le malentendu, mais complet. Et de l'autre côté, le droit qui arrive avec son couperet en disant non, il y a viol. Eh bien, c'est cet exemple-là, je trouve qu'il est très puissant pour se montrer à quel point il faut se contrôler soi-même, contrôler ses propres pulsions, et que la bienveillance et malveillance est parfois aussi une question d'interprétation.
Donc, comme on le dit là dans l'image, cela dépend de la capacité du monde social à aller à sa rencontre, et aller à sa rencontre avec empathie, mais aussi avec justice. On évoquait tout à l'heure qu'on était intervenu chez Personnage. Eh bien, Lino Ventura demandait la justice sociale pour les personnes en situation de handicap. Et ça, je pense que le terme est très fort. Il demande ça en 1965. Donc, sortir de la compassion, sortir d'une idéologie judéo-chrétienne. Si on accepte que la personne polyhandicapée a une identité attribuée, alors elle n'a plus à faire la preuve de son identité. Et ce que disait Sabine tout à l'heure, on le retrouve à cet endroit-là. On doit traiter les personnes en situation de polyhandicap comme des personnes qui sont des personnes comme nous-mêmes, aussi humaines. Et donc, on ne doit pas arracher 13 dents pour le confort du dentiste et en pensant le confort d'autrui, alors que c'est réglementairement pas comme ça que ça marche. Et enfin, la capacité à rentrer dans une approche non normative, eh bien, c'est cette capacité à rentrer en contact avec une altérité qui peut être très forte, mais dont on pense qu'elle vaut la peine d'être vécue, puisque chaque personne peut handicaper à sa propre vie. Je vous remercie de votre attention. Alors voilà, si... Alors, est-ce qu'il y a des questions? Bertrand de Goiffon, je suis ingénieur en informatique à la direction du numérique. Je porte moi-même un handicap. Je voulais vous demander, par rapport aux 3 profils, est-ce que vous sauriez, on ne peut pas généraliser, donner par rapport à chacun de nous, concitoyens, des portraits robots, tel spectre, avec telles caractéristiques émotionnelles, culturelles, familiales, historiques, ça serait plutôt des exclusifs, tel autre normatif et tel autre exclusif. Et puis, ma deuxième question est comment vous expliquez qu'il y a un phénomène, je trouve, de fond de notre société, d'être dans un paradoxe. À la fois, on a plein la bouche il faut accepter l'autre dans la différence, protéger le plus faible face au plus vaillant, plus musclé, plus fort, ce qu'on a peu dit. Mais d'un autre côté, dès qu'on est confronté, on se ferme les yeux, on ne veut pas le voir. C'est ce que vous avez dit, on va renvoyer en grande banlieue ailleurs pour pas avoir à traiter, avoir la chaîne insupportable de ces personnes dont on est embarrassé. Oui, alors, je peux peut-être garder-le, puis je pense que sur la deuxième question, elle renvoie à la première un peu. C'est que dans le paradoxe dont vous parlez, je pense que... alors tout dépend à quel niveau on prend l'affaire, mais je dirais que... je la verrais plutôt comme des positions contradictoires, puisque ce n'est pas les mêmes personnes qui défendent ces deux positions-là. C'est pour ça que si c'était dans la même personne, je dirais qu'effectivement, on a une situation paradoxale, comme le maire qui nous disait, une fois on avait fait une interview pour les enfants placés, il disait « c'est quand même vachement bien les institutions d'enfants placés, mais si ça pouvait ne pas être sur ma commune, ce serait encore mieux ». Alors là, on a un paradoxe. Alors que ceux qui sont les tenants de l'approche non normative sont pas gênés si on leur dit tiens, on va ouvrir un IME, on va ouvrir une masse, une maison d'accueil spécialisée derrière chez vous, etc. On arrive à bien vivre avec ça. C'est pour ça qu'on n'a pas affaire au même profil. Alors ce qui me ramène à la première question, qui est que c'est difficile d'avoir des portraits robots. Par contre, il y a des variables quand même que l'on a. La première variable, c'est qu'elle est en rapport avec le degré de méconnaissance du handicap lui-même. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que plus on avait affaire à des personnes qui étaient éloignées de la question du handicap lourd, etc., et plus c'était des personnes qui étaient dans un rapport avec l'étrangeté, mais qui étaient plutôt angoissées. Et donc qui cherchent à contourner cette situation, à ne pas la voir, etc. Plus on va vers des gens qui ont une expérience du handicap lourd, et on le disait tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, que si la conférence parlait de la personne âgée dépendante et de l'Alzheimer, il y aurait beaucoup plus de monde.
Pour nous, avec Sabine, on pense que c'est la même chose. Donc plus on va avoir des gens qui vont être socialisés avec l'accompagnement de leurs propres parents Alzheimer ou de leurs parents déments, séniles, etc., plus ils vont se rendre compte. Nous, on a eu, moi j'ai eu une discussion il n'y a pas plus tard que le week-end dernier d'une copine qui prend en charge sa mère Alzheimer et son conjoint qui a 50 ans et donc qui lui a ses parents qui vont très bien, etc. Il prend conscience et d'un seul coup il lâche pendant le repas. C'est terrible quand même de vieillir, donc, comme s'il avait une prise de conscience sur ce que ça suppose, alors de vieillir d'un côté, mais ce que ça suppose comme charge de l'aidant, etc. Ça, c'est les processus de socialisation. Plus vous êtes en méconnaissance, en distance de ces situations-là, après, je pense qu'il y a des caractères, vraisemblablement des variables religieuses qui jouent, des variables anthropologiques qui jouent. On peut, parce qu'il faut se méfier, on peut être en contact avec des personnes âgées et désirer leur mort. Donc toute la discussion aujourd'hui sur l'euthanasie assistée, sur l'autorisation au suicide, etc., et là, vous avez des idéologies très fortes qui sont en confrontation les unes avec les autres. Et là, je serais d'accord avec vous sur cette idée qu'on pourrait être ambivalent, sur cette idée d'être pour débrancher Vincent Lambert, ne pas débrancher Vincent Lambert. Là, ça peut nous mettre dans des configurations d'ambivalence extrêmement fortes. Alors là, ça peut se faire dans la même personne. Mais sur... alors, il y a un autre aspect que je reprends au livre. On a fait un entretien avec un institutionnel, donc un homme politique qui est connu, on taira le nom, etc. Et il me dit qu'il avait été invité dans une maison d'accueil spécialisée à faire un topo pour faire venir des chefs d'entreprise. Et une trentaine de chefs d'entreprise sont venus dans cette masse, donc ils cherchaient des fonds, puisque les deniers publics, il y en a un peu de moins en moins. Et donc là, même les institutions publiques cherchent un peu des fonds privés pour justement améliorer le sort des personnes polyhandicapées. Et là, ils ont fait une visite de l'institution. Et cette personne interviewée me rapporte un exemple qui, là, va être du paradoxe, qui me rapporte l'exemple suivant. Les chefs d'entreprise ont eu le double mouvement humaniste, aller vers la personne polyhandicapée, donc là, par pitié, c'était un élan, et tout de suite en disant, comment se fait-il que ça existe avec le niveau de technologie qu'on a aujourd'hui ? C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose de très fort sur cette idée qu'on est à de tels degrés dans les niveaux de technosciences, de technologie, d'approche médicale, etc. Comment peut-on ne pas prévoir ou comment peut-on ne pas réparer? Et ça, c'est une grande question pour des chefs d'entreprise qui manient les technologies, de ne pas comprendre. Pour eux, ça, c'est un paradoxe. Juste quand même sur les portraits robots, je pense qu'il faut aussi partir de la configuration sociale de relations. Plus on va avoir des gens isolés dans leur pratique, où il n'y a pas de collégialité et où il n'y a pas d'espace de régulation où on peut penser ces dimensions-là avec des gens qui sont socialisés aux problématiques afférentes au polyhandicap, et plus on va avoir une orientation vers l'approche exclusive. C'est-à-dire, même si elle peut se combiner, on peut avoir des moments où on est plutôt dans une approche non normative, et puis c'est ce que disait Frédéric, dès qu'on est fatigué, ou dès qu'il y a une compression du temps, moins de prorata, moins de personnel, et du coup, on va basculer dans la tentation souveraine. Mais je pense que c'est important de ne pas le penser en termes a priori personnologiques. Ou culturel, je pense que la structure sociale de la relation est extrêmement importante à prendre en compte. Merci d'abord pour cette présentation. Et une question juste en introduction, est-ce qu'on pourra avoir les la présentation? Est-ce que ce sera possible de récupérer? Moi, j'ai pas du tout noté du coup. Est-ce que ce sera possible de récupérer les slides? Oui, d'accord. Vous ne les mettez pas
sur Internet. Pour nous, Oui, c'est des non. documents extrêmement pédagogiques. Oui, bien sûr. C'est juste pour voilà. Bien Du coup, sûr. donc merci. En fait, donc moi, je travaille à Dauphine au département de la formation continue. Je suis venue. Le thème m'intéressait beaucoup parce que je visite les enfants de l'hôpital de Garches, dont beaucoup sont effectivement polyhandicapés. Et par ailleurs, j'ai une belle-mère qui a Alzheimer. À mon corps défendant, je me suis quand même reconnue dans certains aspects effectivement, et qui sont plus antinomiques avec ce que je pense profondément. Mais à quoi bon? Parfois, c'est vrai, on voit des enfants qui sont dans un état pas possible, mais à quoi bon? Voilà. Ma belle-mère, pareil, finalement, elle comprend plus rien, tout ça. Donc, elle a bien sûr le minimum de confort vital, etc. Enfin, elle a tout ce qu'il faut. Mais du coup, moi, je ne vais jamais la visiter. Enfin, voilà. Donc, à mon corps défendant, je me retrouve beaucoup là-dedans. Voilà. Enfin, c'est ça qui m'a amené à participer à la conférence. Et je vous remercie beaucoup parce que c'était. Elle est à domicile ou elle est à domicile. Oui, elle est à oui. domicile. Mon beau-père, qui est très âgé, mais très en forme, n'a pas souhaité la mettre dans. Voilà. Mais c'est très lourd. Et voilà. Enfin, mon mari va la voir souvent. Enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'à mon corps défendant, quand même, je me retrouve dans quelques remarques que vous faites. J'avais juste 3 remarques à vous faire, si vous me le permettez. D'abord, vous avez parlé de la communication verbale. Or, à l'hôpital, j'ai vu beaucoup de communication non verbale. C'est-à-dire que moi, qui ne suis pas initiée et qui fais des visites une fois par semaine, je me sens... Enfin, c'est très difficile, effectivement, de ne pas avoir de communication, de ne pas pouvoir être en communication avec un enfant. Quand les parents sont là, bien sûr, ils les comprennent par le regard, enfin par tout le non-verbal, en fait. Ils les comprennent et arrivent à communiquer avec eux. Et ça, voilà, enfin, c'est juste que j'étais étonnée que vous n'en parliez pas, parce que ces enfants-là ont quand même aussi une communication non-verbale comprise et même moi j'ai vu des kinés qui leur parlaient, enfin qui disaient mais oui mon pote, je sais pas quoi machin, et il y avait une réaction de l'autre côté et on sentait qu'il se passait quelque chose, alors que moi j'avais l'impression qu'il ne se passait absolument rien. Donc voilà, ça c'était ma première remarque. La deuxième remarque, juste quand vous dites loin des villes pour exclure, moi je me dis le premier souci c'est peut-être un souci économique qui a pour conséquence l'exclusion, effectivement, et l'isolement. Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'exclure? J'en sais rien. Peut-être. C'est possible, hein, c'est possible. Mais je me dis, bon, il y a quand même sûrement un objectif économique qui est peut-être prédominant. Et enfin, sur la fin, j'ai noté aussi, quand vous dites il faut sortir de la compassion, sortir de l'idéologie judéo-chrétienne. Moi, je visite parce que j'habite à côté et que j'ai vu que l'aumônerie de l'hôpital effectivement avait besoin de visiteurs et notamment pour les enfants. Donc voilà. Et en fait, moi, certes, il y a de la compassion. Mais est-ce qu'il faut... Enfin, voilà, j'ai bien compris votre propos, mais l'idéologie judéo-chrétienne, pour moi, je ne sais pas si vous avez vu le film Lourdes, c'est regarder avant tout une personne comme une personne. Voilà, l'être humain qui est en face de toi et de soi est une personne. Donc ça, moi, en tout cas en tant que chrétienne, c'est ce que je me dis. C'est ce qui ressort dans le film Lourdes, c'est ce qui est écrit d'ailleurs à Lourdes. Je te regarde comme une personne. Et donc, je ne trouve pas que ce soit antinomique. Quand vous dites sortir de l'idéologie judéo-chrétienne, je ne trouve pas que cette idéologie soit antinomique avec le fait de regarder les gens comme des personnes. Au contraire, c'est ce qu'on nous enseigne. Voilà. Donc, oui, voilà, c'est pas une idéologie. Juste, alors, sur les personnes Alzheimer, je pense qu'effectivement, il y a toujours une grande difficulté à les prendre là où elles sont et à les accepter là où elles sont. Et ce que moi, finalement, m'ont appris les recherches qu'on a fait sur le polyhandicap et les entretiens que j'ai pu faire avec des personnes Locking syndrome ou des personnes tétraplégiques complètement dépendantes, mais qui peuvent parler en leur nom, c'est que leur vie, elles y tiennent. C'est leur vie. Et qu'en réalité, vous ne pouvez plus comparer leur vie à la nôtre. Et je crois que c'est pareil pour les personnes Alzheimer. Pour celles que je connais, quand vous allez les voir, elles ont leur vie à elles et leur forme de vie à elles, qui vaut ce qui vaut. Mais je dirais ce que disait aussi
un médecin d'un des hôpitaux, il disait qui aujourd'hui a la légitimité pour dire quelle vie vaut et quelle vie ne vaut pas. Donc ça, c'est bon. D'une part. Sur la question judéo-chrétienne, je vais laisser plutôt Frédéric répondre, mais en tout cas, je pense que ce qu'on essaie de montrer, ou en tout cas ce que nous ont enseigné les aidants familiaux, moi j'ai beaucoup aimé la formule d'une mère d'enfants polyhandicapés, dire mais ils sont. Vous voyez, c'est-à-dire que ils sont. Point. Il n'y a pas à se poser à la rigueur. Vous voyez, il n'y aurait même pas à se poser la question est-ce qu'il faut les considérer comme humains ou pas. Ils sont. Vous voyez, c'est pour moi la question de la compassion. Voilà. C'est pour ça que. Non, mais après, oui, mais sauf que si vous voulez, il me semble que l'accompagnement ne peut pas être simplement dévolu à la compassion, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Donc, si vous voulez, il faut que ça rentre dans le registre du droit, et c'est ça qui est réclamé. Hein. C'est-à-dire qu'après tout, ils sont des citoyens à part entière, ils ont le statut de citoyenneté, donc même s'ils ne peuvent pas l'exercer, parce que oui, il y a une communication, vous avez raison. Pour certains sont très ce qu'on appelle possi-relationnels, et donc là c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils vivent et comment ils vivent leur dépendance, pour pas dire impossible. En tout cas, moi, en 15 ans de recherche, et je m'inscris vraiment contre les gens qui disent qu'ils ont interviewé des personnes polyhandicapées, parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. En tout cas, méthodologiquement, ça pose des problèmes énormes. Alors oui, il y a des gens qui parlent le polyhandicapé, c'est-à-dire ils savent reconnaître les sons, les sourires, mais finalement, quand vous interviewez les personnes, on reste sur un registre interprétatif. Des fois, on ne sait pas trop, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? Vous voyez, c'est pour ça que je pense qu'il faut être extrêmement attentif à cette idée de... Il y a ceux qui peuvent parler en leur nom et attester des choses, et puis ceux qui ne le peuvent pas. Je crois que c'est très, très déterminant dans le rapport A et le mode d'accompagnement. Non, bien sûr. Alors, en tout cas, je vous remercie. J'ai vu effectivement, comme le dit, c'est-à-dire qu'en dehors de du contexte chrétien, quand vous le voyez, vous prenez c'est la personne humaine, comme vous l'avez dit, comme elle est, telle qu'elle est. Ils sont, qui sont que vos relations. Et la chrétienté est complètement disjointe du droit, parce que, surtout dans un droit, dans un pays laïque, le droit s'applique. Il faut rendre à César ce qu'il y a à César, et ce qu'il y a à Dieu. Alors, d'abord, donc, je voulais vous remercier pour vos 3 remarques, parce qu'elles vont me permettre de préciser quand même certains éléments. Donc, la première, je pense que Sabine y a répondu. Effectivement, quand on parle de communication non verbale, c'est plutôt un énoncé de personnes excluantes. C'est justement, comme je le disais tout à l'heure, elles ne peuvent pas accéder à la participation sociale, elles ne peuvent pas... Mais dès que vous êtes dans le modèle intégratif et dans le modèle non normatif, alors effectivement, là, il y a une communication. Et souvent, ce que disait Sabine, on parle le polyhandicapé. C'est-à-dire que ça va mon pote, même s'il n'a pas réagi, on sait qu'il faut lui parler, on sait que la personne a sans doute une vie intrapsychique, elle réagit, etc. Donc là, l'idée d'une communication non verbale est attestée, en quelque sorte, par des réactions. Des fois, on ne sait pas trop si c'est des réactions réflexes, etc. Mais enfin, en tout cas, il y a l'idée qu'il y a une communication. Donc là-dessus, effectivement, ça permet de préciser. Mais ceux qui sont plutôt excluants vont dire que non, il n'y a pas de communication. L'altérité est trop forte. Deuxième remarque où j'abonde aussi, la volonté d'exclure, est-ce qu'il y aurait un objet économique ou des nécessités économiques derrière? Oui, alors, il y a 2 niveaux, à mon avis, enfin, il y en a plusieurs, mais là, quand on évoque sur le niveau des aidants,
professionnels, en général, ils sont plutôt dans l'exclusion du type socialisation différentielle. Mais plus on monte dans le livre, on évoque que la tentation souveraine n'échappe pas à l'État. C'est-à-dire que là où l'État pourrait avoir des politiques pluriannuelles, on constate qu'il a des politiques annuelles et que c'est une contractualisation qui va au coup par coup, etc. Et que les hôpitaux dédiés ont des épées de Damoclès en permanence. Je cite un exemple où on demande à l'hôpital de se mettre aux normes parce que c'est des chambres à 6 lits et là maintenant il faudrait avoir des chambres à 1 lit et donc le directeur de l'hôpital de dire mais oui, il n'y a pas de problème, ça va coûter temps, et là l'État de dire ah non, pas du tout, nous on ne paye pas, etc. Ah ben alors tenez, prenez les clés, débrouillez-vous. Non, 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 on va continuer avec des chambres à 6 lits. Vous voyez, ça, c'est ce que j'appelle de la tentation souveraine, c'est-à-dire qu'il y a la position omnipotente de l'État ou des ARS et il y a des négociations permanentes, etc. Et là, c'est sûr que c'est des logiques de gestion. Vous avez cité Garches. L'État a voulu faire, enfin la PHP a voulu faire fermer justement la Roche-Guyon et puis rapatrier tout le monde à Garches, etc. Voilà, donc des trucs qui... On est dans des logiques de gestion et pas dans un débat civilisationnel. Vous voyez, ça se déporte complètement. Donc c'est pour ça qu'on est fondé à avoir des analyses à différents niveaux. Je pense que les personnes, les aidants professionnels, ne sont pas forcément dans le raisonnement économique et dans le raisonnement gestionnaire, mais au-dessus, ça peut l'être. Et puis enfin, donc, troisième question. Bien sûr que ce n'est pas antinomique. Les dispositifs politiques de l'aide à la personne lourdement handicapée ont leur source dans la compassion. Mais là, ce que je voulais distinguer, c'est que une politique ne veut pas en rester un régime compassionnel. C'est-à-dire que le régime compassionnel, il peut changer. C'est-à-dire que tant qu'on est dans une relation d'amour, ça va. Mais quand ça va virer à la relation de haine, s'il n'y a pas un droit qui garantit l'égalité de traitement, alors c'est terrible. C'est dans ce sens-là qu'on peut accepter notamment son fils. Mais accepter le fils des autres, c'est pas pareil. Et heureusement qu'il y a le droit qui vient justement faire tiers sur cette relation compassionnelle, parce que la compassion, c'est l'amour et la haine. Voilà, donc c'est dans ce sens-là que je pense qu'il faut que les associations familiales, etc., continuent à se battre pour qu'il y ait une inscription dans le droit de cette compassion. Et donc c'est une conversion de la compassion en droit. C'est pour ça que moi j'évoque la laïcisation. C'est dans ce sens-là que je l'interprète. Mais sinon... je ne suis pas contre, mais la compassion, si on revient historiquement, on parlait de judéo-chrétien, c'est quand même au départ, c'est la charité individuelle. C'est-à-dire que la compassion, c'est la conscience individuelle à l'égard d'autrui. Si je tombe sur des gens qui n'ont pas la compassion, l'État intervient extraordinairement tardivement par rapport au clergé, sous prétexte de dire mais le niveau de conscience individuelle est suffisant pour que tous les pauvres et les vieillards et les handicapés soient pris en charge. Ah ben non. Voilà. Parce que justement, à des moments donnés, le handicapé, il est loin de soi, ça passe par des médiations, la solidarité, qui échappent à la compassion. La compassion, un régime direct, une doctrine de relation dans la relation qui est directe. Et à partir du moment où, comme dirait notre ami Durkheim, on passe dans des sociétés organiques avec une grande complexité pour comprendre les relations d'interdépendance, il vaut mieux que le droit apparaisse. Voilà. Il faut regarder la personne comme une personne qui est, et il faut que le droit vienne la protéger. Voilà, mais ben, alors, là, on est d'accord. C'est juste une question de langage. En fait. Non, mais c'est aussi une question de... Là, pour moi, j'en fais une question de niveau et de garantie. C'est-à-dire, ma compassion ne peut pas garantir la compassion d'un autre. Par contre, si je suis garant du droit, je peux garantir. Une dernière petite question, oui. Très brève, c'est sur... l'omnipotent, le souverain, est-ce qu'il se rend compte qu'il va basculer, qu'il va être souverain et hégémonique par rapport à la personne vulnérable, ou alors il y a des mécanismes que vous avez vus dans les hôpitaux où, par collégialité, on tape sur l'épaule, dis donc là tu dépasses le... où on est aveugle, on s'enfonce progressivement. On peut être aveugle.
Benigno, dans le film, parle avec elle. Il est aveugle sur son omnipotence. Il est persuadé qu'il fait le bien. C'est assez représentatif de... Moi, je trouve que c'est un exemple magnifique pour traiter de cette question-là. Je vous ramène à la configuration de relations. C'est pour ça que pour moi, c'est central de partir de l'asymétrie de relations. Le souverain, c'est quand même celui, je le redis, qui peut s'abstraire du droit. Pourquoi il est souverain? Parce qu'il est le seul à pouvoir, et c'est ce que dit Agamben, il est celui qui peut s'abstraire du droit pour dire ce que va être le droit. Et ce qui le lui permet, c'est la symétrie de la relation, c'est qu'il est au-dessus de tous les autres. C'est il a un pouvoir qui le lui permet. Par d'autres pseudo-omnipotents, si, collégial qui va réguler... C'est l'exemple que je disais, il faut compter sur les pairs, il faut compter sur les corporations professionnelles qui viennent contrarier les routines de certaines corporations professionnelles. C'est comme ça que l'institution fonctionnera correctement. Bien sûr. Une question. Sinon, c'est effectivement la toute Les trois approches que vous avez repérées, vous les associez plutôt à des typologies individuelles ou à des typologies de configuration dans des établissements, dans des services, etc. Ah non, des typologies de configuration, toujours. Toujours. On pourrait le faire sur les individus, mais notre travail a plutôt... On était sur les parcours de santé de la personne polyhandicapée, et c'est vrai qu'on a plutôt... on regarde quand il y a une espèce de complicité objective à laisser attendre les gens d'urgence. Mais l'exemple qui est le plus flagrant, c'est qu'on a interviewé un médecin qui était réanimateur. Alors bon, on pourrait beaucoup dire sur les réanimateurs. Et c'est passionnant, parce que les réanimateurs, quand ils ne veulent pas réanimer, ils le font gentiment, quoi. Enfin, ils le font sans malice, j'ai envie de dire. Et après, elle a été amenée à travailler dans des structures dédiées. Elle a complètement changé de position. Donc je crois qu'il faut être très éliassien et regarder les interdépendances, les configurations de relations, les structures de pouvoir, pour comprendre comment émergent ces postures. Et du coup, ça suggère que l'épreuve de la tentation souveraine, elle est plus facile à surmonter dans un contexte où il y a une approche normative. Oui, nous, on essaie de montrer que quand même, une des voies de dépassement de la tentation souveraine, c'est quand même la collégialité et la multiplication des instances de régulation, et aussi que les gens puissent la penser. Parce que c'est très politiquement incorrect. Nous, on est toujours très surpris de voir, on a beaucoup fait de conférences avec les professionnels, la crainte des directions quand vous parlez de la tentation souveraine. Vraiment, il y a une vraie crainte. Alors que quand vous en parlez avec les professionnels, comme ils la vivent tous les jours, eux, ils savent très bien. Enfin, on n'invente pas en réalité, on met des mots sur des choses qui nous ont été, je dirais, dites par les professionnels et les aidants familiaux. Enfin, c'est un travail de traduction, je dirais. Mais quand même, il faut rester très sociologue, là, je crois. C'est comme Philippe Lyotard qui disait j'ai mal fait, mais j'ai pas voulu faire le mal. Non, mais c'est-à-dire que on ne se voit pas, et heureusement mais on a du mal à s'ouvrir à autrui en disant merde, j'ai dérapé, là je me suis pas occupé d'eux alors qu'il fallait, et heureusement qu'il y a des collègues qui nous rappellent alors. Moi, j'ai juste une toute petite question. Qu'est-ce que vous pensez des maisons spécialisées qui ouvrent à la frontière belge notamment, et ça devient un véritable business finalement, et avec des personnes adultes polyhandicapées que l'on place dans ces maisons, il y a eu un reportage effroyable. Je regardais ça, j'étais complètement... Je savais même pas que ça existait. Et il paraît que c'est vraiment... Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? On n'en pense rien. Non, mais en travaillant avec des professionnels de santé, en ayant établi des groupes de travail, qu'est-ce qu'ils disent ces gens-là? Des parents d'accord. Qui ont eu leurs enfants en Belgique et qui les ont rapatriés. D'accord, oui. Donc finalement... Non, mais, moi, j'aurais plutôt une remarque nuancée. C'est vrai qu'il y a un vrai problème de place en France qui fait que quand les parents se retrouvent vraiment dans des situations comme moi, vous savez aujourd'hui que on est sur une politique peut-être non pas d'ailleurs de désinstitutionnalisation, mais de désinstitution. C'est le tout domicile, y compris pour les EHPAD, y compris pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et voilà, il se trouve qu'en Belgique, ils ont la capacité à ouvrir des structures et que ça répond à une demande et que malheureusement, ça pose tout un ensemble de problèmes. Je pense qu'il y a aussi en Belgique des établissements qui sont très bien,
hein, et qui sont pas où on accompagne très bien. Et puis il y a des établissements comme en France où c'est plus problématique. Et en tout cas, ça pose la question de l'offre et ça pose la question de la demande. Et qu'est-ce qu'on fait, ou que font les parents qui se retrouvent obligés. Mais je pense que ça va être la même question pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, pour les familles. Vous voyez, tant que vous avez le conjoint, c'est le domicile qui prévaut. Je peux vous dire, dès que vous n'avez plus le conjoint, sauf à avoir les moyens, tout ça, en général, très souvent, il y a le placement, et qui est un placement qui peut être très bien, où les personnes ne sont pas dans des mouroirs, où les personnes sont dans des unités où on s'occupe d'elles, etc. C'est pour ça que je pense qu'il faut être très nuancé et aller voir de près. C'est vrai que nous, on n'a pas fait de recherche sur la Belgique stricto sensu, mais quand même, la question, c'est aussi la question de l'offre et de la demande et des possibilités de pouvoir placer des gens quand on n'est plus capable de les accompagner à domicile, au risque d'ailleurs de la maltraitance. Je ne sais pas si vous faites allusion au dossier spécial qui avait eu lieu dans Libération à l'époque, il y a 3 ou 4 ans peut-être, enfin nous on était en train de... Et effectivement la question c'est comment on explique qu'en Belgique ça coûte 1 000 € de moins qu'en France. C'est que justement on évoquait tout à l'heure tout ce qui était activité de stimulation, etc. On a affaire à des situations de gardiennage. Et moi je maintiens, on a une discussion avec les collègues de personnel sur les petites parts de budget non affectées, qu'est-ce qu'on en fait? Je disais, payez-vous un animateur, payez-vous un éducateur qui dynamise vos équipes d'AMP, qui dynamise les aides-soignants, qui dynamise, etc. Parce que c'est extrêmement important symboliquement de valoriser les métiers et de valoriser l'activité auprès de la personne polyhandicapée. Si vous n'avez que des aides médico-psychologiques, que des aides de vie qui viennent faire du nursing et qui partent à la fin du nursing, etc., eh bien vous avez la qualité de l'attention à l'égard de la personne polyhandicapée qui baisse. Donc je dirais, c'est pas uniquement d'avoir une activité de nursing, une stimulation pour la personne polyhandicapée, c'est aussi un outil de management pour l'organisation. Moi ça j'en suis persuadé. On va finir autour d'un café. Merci. Merci.